Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. Je vais donner son palmarès et d'ailleurs c'est lui qui en fait le festival tourne autour de lui, c'est lui qui est à l'honneur avec le grand poète chilien. Alors je présente d'abord le poète et après Amina. À tout seigneur, tout honneur. Alors Moya est né en 1950, il est poète, il est encore vivant, hein, parce que les poètes ne meurent jamais. Hein. Ouais. Alors, il est poète, dramaturge, il a traduit et adapté Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Pirandello, Molière, Luxun, Salwin Moyek et Maupassant, Guy de Maupassant. Il a traduit Prévert. En fait, il s'est inspiré de Prévert. Il a une riche production poétique. En fait, ce sont des poètes ce sont des chanteurs qui l'ont plutôt immortalisé dans leurs chansons. Hein, des chanteurs qui l'ont immortalisé. Il est immortalisé en tant que poète par ses écrits, mais il est immortalisé également en chanson par des chanteurs qui lui ont fait l'honneur de mettre ses poèmes en chanson. Ce sont des poètes de la Kabylie. Bon, il est mort le 7 décembre 2007 dans le 15e arrondissement à l'entrée. En fait, est-ce voulu ou bien hasard du calendrier? Bon, et on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Et quant à mon amie Amina Amour, j'ai l'honneur de la présenter pour avoir participé à pas mal de manifestations avec elle. Elle a été présentée à la Cave à Poèmes. La dernière présentation, c'était à la Cave à Poèmes. C'est la dernière présentation de la Cave aux Poèmes. Oui, oui, parce que en fait, il y a Jean-François Blavet, Nicole Durand, ici présents, animaient les lundis de la poésie, le lundi des poètes, à la Cave à Poèmes, des déchargeurs. Et bon, c'était juste avant le Covid. Et Ramina, c'était la dernière personne à être présentée par son éditrice Fanfan. C'est les éditions Ralada et Fanfan. En fait, je dis Fanfan parce que c'est une amie. Et qui nous avait invités également dans le Creusot, dans le cadre de l'association. Tu me rappelles le nom de l'association? C'est l'association de la francophonie de Bourgogne, Centre de francophonie de Bourgogne. Voilà. Alors, Ramina, elle est poète. J'ai 2 de ses livres publiés aux éditions Walada. Alors, elle est aussi chanteuse. Elle chante en berbère. Elle chante aussi en français. Alors, elle a publié 200 et d'espoir en 2018 et aussi pardon, excusez-moi. Mots en barricade. Mots en barricade, voilà, justement, oui. Ce sont de très beaux recueils de poèmes, très engagés, parce que c'est une femme à poigne, c'est une femme forte, une femme puissante, hein, que j'ai l'honneur de présenter, et qui va nous entretenir autour du poète Moya. Voilà. Merci. Merci, ma chère Maggie. Alors, j'ai vraiment la délicatesse
de vous présenter, je ne sais pas si on m'entend, de vous présenter Mohia aujourd'hui, parce que mes amis d'Appui Livre ont choisi de le présenter en poète, mais après, tout le long de ma communication, vous allez voir comment il en est arrivé à l'adaptation et donc à ne pas s'arrêter à la poésie. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un regard personnel sur Mohia. Je me suis aidée de 2 livres, il faut toujours citer les biographies. C'est La fête des Kabichou de Mohia, écrit par sa sœur Nadia Mohia suite à son décès, que d'ailleurs m'a offert M. Ben Mohamed il y a quelques années. J'espère en avoir fait bon usage. Et également le théâtre de Mohia, adaptation et créativité, donc par Nasreddin Aitwali. Je vais faire dans l'anticonformisme comme lui. Il y a 2 personnes qui devaient être présentes aujourd'hui. Un, c'est Coucou, comme témoin, parce qu'il était avec lui jusqu'au bout dans les ateliers d'adaptation qu'il organisait. Et le second, c'est le Hachimi qui s'excuse auprès de vous parce qu'il a eu vraiment un empêchement de taille. Il n'a pas pu être parmi nous parce que je voulais justement ponctuer la communication de pièces jouées de Mohia. Hachimi qui est un comédien. Comme je suis comédienne moi-même, donc c'est... Moi, je ne connaissais pas Mohia avant. C'est le théâtre qui m'a amenée vers Mohia. Et beaucoup de gens le connaissaient. Vous verrez après pourquoi. Pourquoi vous ne trouvez pas des livres de Mohia? Pourquoi vous n'avez pas d'images de Mohia et très peu de photos, très peu de vidéos? Parce que c'est un génie à part. Donc, Coucou m'a raconté un jour qu'ils étaient en train d'adapter une pièce, Les Fourberies de Scapin en l'occurrence. Il m'avait dit, on avait buté sur une phrase dans laquelle on n'arrivait pas à trouver d'équivalent en kabyle. Et lui, il avait horreur, par exemple, qu'on dise que la langue kabyle ne se suffit pas à elle-même. Par exemple, des gens se sont réfugiés dans le Tamazirt, qui est beaucoup plus grand, pour présenter aux personnes qui ne savent pas le nord de l'Afrique et Amazir. On le dit communément berbère, mais il faut savoir que nous avons plusieurs dialectes Amazir et non arabes, parce qu'on a tendance à l'englober dans le monde arabe. Mais les autochtones sont Amazir. Bien évidemment, plein parlent arabe aujourd'hui et tout ça, mais il se trouve que notre langue nous était interdite. Donc après l'accès à l'indépendance en 1962, il nous était interdit de parler notre langue. Et donc comment faire? Ce jour-là, quand il traduisait, sorti pour le piquer un petit peu, son ami Coucou lui a dit « Ah, t'as vu Mohia, finalement, le kabyle est incapable de tout traduire d'une autre langue. » Il lui a dit « Mais non, c'est parce qu'on était fatigué et tout, il faut donner, on reprendra demain. » Il était très tard. Le lendemain, ils se sont remis au point qu'ils avaient laissé. À ce moment-là, ils trouvent l'équivalent. Et il m'a dit, on s'est regardé, on a éclaté de rire. Et il lui a dit, tu sais, c'est pas le kabyle qui suffit pas à lui-même, c'est nous qui sommes ignorants de notre langue. Donc effectivement, c'est une langue qui est restée dans l'oralité, et Mohia a été précurseur en matière d'adaptation d'auteur de théâtre du monde entier. Quand la question du pourquoi l'adaptation et non pas la création, on lui a posé cette question, il a répondu, c'est une possibilité de tirer profit des expériences des autres. Alors, il y a le Mohia poète, tout à ses débuts, effectivement, a écrit de la poésie. Mais
dans sa poésie, on trouve rarement le je, première personne du singulier. C'est le nous. Le nous qu'il tient justement de notre langage. Si j'ai envie de dire maintenant, je vais y aller, je dis, je pense que nous allons y aller. Donc, il a repris cet élément dans sa poésie, justement, où le jeu est présent dans le sens, mais complètement absent dans l'écriture. Donc, il dit, par exemple, vous inquiétez pas, je dirai en kabyle, c'est quelques vers et je traduirai après. Hein. Donc, ذا وحيد يتجاي ماس شافوا عادي نور ثلية القاعة تدو فلاس مادن كلا تدون فلية. Solitaire depuis sa mise au monde par sa mère. Aucune compassion possible. Nous marchons sur le sol, mais moi, il me marche dessus. وقاعد غتنطول مد الناس ينندي من فيها. أقلق كم سدو السناسل أمزال ميض فيها. Je crains que la situation me dure. Les autres se diront c'est un banni. Nous sommes juste enchaînés, nuit et jour au corvée. Là, il parle de l'exil parce qu'il est tout à fait honteux pour un Kabyle de s'exiler, mis à part s'il a commis une faute quelconque. سفراغ أذ سفروغ ديالي دي قران ثورة وذاك النوم يحكوه هذا حمل الكرام. Donc il dit j'ai versifié et je versifierai encore. C'est tout ce qui me reste à présent. C'est tout ce qui nous reste à présent. Ceux à qui je racontais, ceux à qui je me confiais, probablement nous aimeront-ils un peu. C'est-à-dire aurons-nous l'écoute de l'autre. Je cite sa sœur dans la fête des Kabichou. Je voulais vraiment vous lire carrément ce passage parce qu'il est hyper important aussi pour comprendre Mohia. Voilà, c'est tout ce que grand frère avait tenté de fuir pour ne jamais cesser d'y être au tréfonds de son âme. Pouvait-il faire autrement, comme le faisait remarquer Alain Herker? En s'exilant, on emporte toujours avec soi plus qu'on voudrait en emporter. Quoi qu'il en soit, c'est là, je crois, que se trouve une des sources d'inspiration qui nourrissait la créativité de Mohamed Yahya, donc Mohia. Tel est le fond tragique de ce génie, entre guillemets, qu'il est possible de lui reconnaître enfin, entre parenthèses, puisque de son vivant, il ne le permettait pas. Peut-on dire de son œuvre poétique, littéraire et théâtrale ce que l'on pourrait dire de l'amour, le vrai, l'amour sans réserve ni calcul, le malheur aussi travaille. Et voilà aussi pourquoi son humour, ses boutades désopilantes et autres persiflages amusants nous laissent toujours, à mes autres frères et à moi, comme un arrière-goût amer, aujourd'hui, plus encore qu'hier. Donc, autre poème, Mohia avait aussi une certaine vision de la société et de notre société. Comme je pense que tous les poètes, s'ils ne cherchent pas à changer quelque chose à la société dans laquelle ils vivent, je dirais presque que leur vers serait vain. Donc il dit dans ce poème, أيولي ينهار ويا هو الفغي هو النيل الفغي ويدي كريون يصف أثني مكن سيمنغي. Aux brebis, donc moutons de Panurge, je crois. Il leur dit, vous êtes des moutons de Panurge. Aux brebis conduites par un tiers, l'un de son propre gré, l'autre sans son gré. Dès l'émergence d'un enragé, il les envoie à la bataille. Parce qu'il se trouve que les Kabyles sont tout le temps dans le combat. Tout le temps. Depuis la nuit des temps, ils sont toujours dans la lutte. Donc la poésie de Mohia, comme je l'ai dit tout à l'heure, est souvent un jeu qui exprime un nous. En me gardant d'avoir des certitudes,
je pense que c'est ainsi qu'il a rejoint entièrement le nous, donc en rejoignant l'adaptation théâtrale et en se jetant complètement dans l'adaptation. Même si le jeu persiste, hein, dans les personnages qu'il a choisi d'introduire, car dans l'adaptation, il reste fidèle aux personnages de base en donnant une grande crédibilité aux personnages kabyles qu'il a créés, au point de donner l'impression que ce sont des personnages qui n'ont jamais subi de transformation, qu'il n'a pas du tout adapté. Quand on écoute une pièce de théâtre, quand on regarde une pièce de théâtre de Mohia, on a l'impression que c'est tout simplement quelque chose qui est né en Kabylie, avec des personnages kabyles, alors que ces multiples adaptations font pratiquement le tour du monde entier. Et une chose importante, Mohia est un pionnier dans ce qu'il a fait, parce que ce qui était courant à l'époque, c'est beaucoup plus les sketchs et tout ça. Il y avait des adaptations à la radio algérienne d'autres auteurs, mais lui a décidé de se libérer complètement de tout ça et d'agir à sa façon. Et donc Mohia a choisi le théâtre radiophonique. C'est quoi? Pourquoi il a choisi cette forme de théâtre? Parce qu'il a mis en scène certaines pièces de ses pièces, mais nous savons tous que le théâtre scénique exige des moyens humains et matériels. On a l'impression, il est mort jeune, hein, quand vous le voyez, on a l'impression qu'il n'avait pas le temps. Il fallait qu'il mette tout de suite en place quelque chose, parce que vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient de l'adaptation, qui avaient pensé à adapter des auteurs étrangers et tout ça, il était obligé de faire dans ce qu'on appelle le théâtre radiophonique. Il a choisi d'enregistrer ses pièces sur de simples cassettes audio, je ne sais pas si vous vous en souvenez, malgré le fait qu'il n'y a que sa voix à l'intérieur. Donc parfois il dit de la poésie, parfois dans ses adaptations, il a intégré également ses poèmes. Il n'y a que la voix, il a réussi à faire vivre les personnages et à nous laisser une trame qui nous permet de mettre en scène, aujourd'hui, de mettre en scène ces pièces en ayant donc une base quand même qui donne toutes les couleurs aux personnages en question. Et Mohia, chose importante, a refusé l'académisme, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire une traditionnelle conférence universitaire où d'abord j'ai pas d'œuvre sur Mohia, donc c'est un petit peu illégitime, mais j'ai choisi d'échapper un petit peu à ces carcans. Donc il faut savoir que Mohia était à la veille de soutenir sa thèse de doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Germaine Tillion. Il a tout simplement laissé tomber. Il exprime en poésie ce refus de l'académisme dans ses vers. أدغرا غادي نكون ثورة بريدي ويغول حاشا سنمي نقول ثغانين يرزق السول أدغرا غادي نكون. Maintenant, ma route sera longue. Prendre en compte seulement le jour où j'ai fait le serment de ne plus retourner à l'école. Il donne, pour dire ça, il donne une métaphore tout simplement d'un plat en poterie brisée. Mohia était humble, ça il faut le souligner. Il n'a jamais cherché la commercialisation de son travail. Ni la renommée. D'ailleurs, certes, il voulait de l'écoute, mais pas être imposé comme une réclame. Il ne voulait pas s'imposer. Il enregistrait sur des cassettes, il les distribuait gratuitement. Et pour faire ses entr'actes, par exemple, une anecdote, parce qu'on ne peut pas parler de Mohia sans parler, on est vraiment dans l'oralité concernant Mohia. Par exemple, il avait tendance, les premières cassettes, à enregistrer des tambourins traditionnels kabyles. Et donc, il les intégrait pour marquer l'entracte. Et bien, une fois, il avait offert une cassette, hein, il n'a jamais pris d'argent pour son travail, et il a croisé la personne à qui il l'avait offerte, il lui a dit alors, ça t'a plu?
le travail? Et la personne a répliqué, ah ben ils sont formidables les tambourins. Et depuis ce jour, Mohia a arrêté de mettre des tambourins ou des chansons de la musique de chez nous. Il a soit c'est le bruitage de la radio quand on cherche à capter, ou bien des chants hindous. Il mettait des musiques du monde entier pour faire ses entr'actes parce qu'il était très colérique et donc depuis il a complètement arrêté. Alors, si je dois résumer un petit peu, Mohia, c'est un peu une personne à qui on a donné un don et qui l'a offert. Il ne voulait pas se faire rémunérer pour son travail jusqu'au bout. C'est une personne qui aurait pu être dans le conventionnel, c'est quand même un spécialiste en chimie, en mathématiques, diplômé très tôt, bachelier très tôt. Il est venu en France pour une inscription à l'université. Il n'est pas retourné, il a préféré rejoindre une chaire de Tamazirt, donc de Kabyle aussi, et il a pris sur lui de nous laisser une trace parce que l'oralité menaçait quand même un petit peu notre disparition. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'éloigne, qui aurait pu enseigner, à côté faire son travail. Non, il a préféré tenir une petite épicerie et réunir des personnes pour faire des ateliers d'adaptation tous les jours, et pas forcément des personnes qui ont étudié. Ce qu'il cherchait, c'est des personnes qui parlent kabyle. Donc, par exemple, son ami Koukou est une personne qui a pris l'avion sciemment d'Algérie en France pour le rencontrer, parce que les cassettes sont parvenues en Algérie, il devenait vraiment connu, et cette personne a choisi de vivre sans papier pendant 4 ans pour côtoyer Mohia. Et donc c'est un peu la passion du théâtre, de la langue, il y a tout ça, tout cet amalgame qui est mélangé. Il a préféré à tout ça une forme de clandestinité, parce que bien sûr, il ne déclarait pas ses œuvres, c'était très rare, hein, il n'était pas du tout rémunéré. Et en même temps, vous savez, en venant aujourd'hui, avant de rentrer ici, j'avais vu écrit en grand liberté sur l'immeuble à côté. Et c'est vraiment la définition de Mohia. Il ne voulait pas qu'on le tienne par l'argent. Il ne voulait pas qu'on le tienne par un certain carcan universitaire. Il voulait la complète liberté. Et il sait très bien que s'il s'engageait pour un doctorat, déjà il n'aura pas tous ces lecteurs qu'il a eus, toutes ces personnes, ces auditeurs, je dirais, il ne les aurait pas, donc son message ne serait pas arrivé, ça serait resté dans la tour strictement universitaire. Peut-être un doctorat où il aurait passé des années à travailler, il l'aurait laissé de côté, tout simplement, et quelques-uns peut-être auraient eu la curiosité de dépoussiérer, mais lui, il avait vraiment porté une très très lourde charge par rapport à sa responsabilité. Il a pris ses responsabilités en tant qu'intellectuel kabyle, et il a choisi de travailler en kabyle, tout comme Kateb Yassine, qui avait eu très tôt tous les honneurs du milieu intellectuel et qui a choisi de faire traduire ses pièces en arabe algérien et en kabyle. Donc, nous nous retrouvons un petit peu dans la même réaction, mais un peu dans le sens contraire. Et il ne voulait surtout pas, pour lui, irrémédiablement, ça l'aurait conduit à un manque de liberté, chercher l'argent, ou vraiment, il voulait se soustraire à toutes ces exigences de l'époque, quoi. Et il dit, ماشي قالين ثروات وقمغسن السليمة لو كانوا في غدرولة ورشيت غرا يدطفن ورفغي غرا أدلالا سمحتي يا حبيبي. Là, c'est un aveu vraiment du mal-être de Mohia.
parce que vous naissez, vous avez une identité, mais quand la langue dans laquelle vous parlez n'est pas reconnue, c'est comme si vous n'existiez pas. Donc il dit, vous ignorez que quand ma mère m'a mis au monde, le drame a failli y être. Je leur avais fait tout un cinéma. Je me serais enfuie s'il m'était possible de le faire. Ils ne m'auraient sûrement pas rattrapé. Je n'ai pas voulu naître. Pardonnez-moi, mes amis. Arriver jusqu'à ne même pas vouloir naître. Mouahia, encore une fois, voulait échapper à toutes sortes d'entraves, toutes sortes d'entraves qui puissent être faites à sa liberté. L'argent, le confort, car il vivait du strict minimum et l'œuvre qu'il a entamée l'avait, je dirais, presque consumée. Je vais vous donner quelques exemples des auteurs que Mouahia a adaptés parce qu'ils sont nombreux et après je vous en ferai la liste. Donc il y a la farce de Maître Patelin à laquelle il a donné le titre de Sénestéré. C'est une œuvre de la fin du Moyen-Âge, vers 1456-1460, et cette œuvre a été publiée de manière anonyme et distribuée en 1485, mais on l'attribue à deux personnes, par exemple, Guillaume Alexis et François Villon. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette oralité, l'anonymat et tout. Il y a aussi le médecin Magré, lui, qu'il a appelé Silhilo, de Molière. Il y a aussi Pirandello avec la jarre, Teshreili. Et là, j'aimerais dire un petit mot sur Pirandello et pourquoi Mouahia, dans les œuvres de Pirandello, il y a beaucoup plus philosophique que la jarre. Il y a quand même des œuvres, imaginez, personnages sans metteur en scène. Pourquoi Mouahia a été vers la jarre? Je suppose d'abord parce que les personnages italiens ressemblent énormément aux personnages kabyles. D'ailleurs, il a une telle capacité vocale qu'il joue les femmes, il joue les hommes. Vous entendez son texte, on dirait que vous assistez à une pièce de théâtre. Il y a aussi quelque chose de, je pense, aujourd'hui important à dire. Il faut savoir que Pirandello lui-même était un auteur particulier. Pirandello, il lui est arrivé de convoquer ses personnages et de les inviter à boire le thé. Et donc, imaginez Pirandello qui ouvre la porte de sa maison, qui dit « Madame Rose, asseyez-vous, voulez-vous du thé ?» Au point où sa femme, il l'a mise dans un asile. Nous, on dirait c'est lui qui doit aller à l'asile. Mais c'était tellement insupportable. Il vivait tellement ardemment le théâtre qu'il vivait avec ses personnages. Après, bon, on peut dire peut-être c'est une pathologie. Beaucoup de gens prêtent justement une pathologie à Mouahia. Peut-être, je dois dire un mot, il faut savoir que sa propre maman avait une pathologie et une forme de paranoïa. C'est dit dans le livre de sa sœur, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de le dire, donc c'est du domaine public. Et cette personne avait très peur, sa maman, paix à son âme, avait très peur des voisins, des gens qui vont lui faire du mal. Et donc elle passait d'un état à l'autre, exactement comme les personnages de théâtre. Je pense que peut-être déjà sa maîtrise de ces personnages féminins et tout ça, elle peut venir aussi de ça, de cet exemple qu'il a eu, de cette femme qui rentrait dans tous ses états, qui était dans la colère, puis qui revenait douce. C'est très difficile de vivre comme ça. Ça peut être aussi, pas que les raisons politiques, hein, son exil, ça peut être aussi cette raison-là, ne pas retourner, ne pas... Mais il a fini par lui ressembler, pardon. Parce qu'il y avait un camarade, un chanteur hier, s'il était là, peut-être qu'il nous aurait raconté une anecdote. Mouahia a fini
simplement par ne plus serrer la main des gens. Il était dans une sorte pratiquement de paranoïa lui-même. En même temps, il avait une colère, cette colère légitime, d'où son appellation les Kabichou. Les Kabichou, c'est les Kabyles. C'est pas pour les réduire, mais c'est parce que je vous parle depuis 30 ans, vous entendez pas, vous écoutez pas. C'est un petit peu cette colère. Il avait tendance à exploser à la figure des personnes. Exemple, le Hachimi n'est pas là, mais je le dirai à sa place. Un jour, avec ses camarades comédiens, ils étaient venus d'Algérie vers 98, et ils ont donné, dans une association qui s'appelle Taferka à Montreuil, ils avaient donné une pièce, ils avaient joué la pièce de Luxun, le chinois. Et quand les gens ont constaté que Mouhia était présent, ils lui ont dit dis-moi, voilà, maintenant que Mouhia est présent, il va nous dire un mot sur cette adaptation, sur ces jeunes et tout ça. Et il refusait. En fin de compte, quand ils lui ont donné la parole, il leur a dit, je le dirai en kabyle, ensuite je le traduirai, Aksarti des Chinois, Taranta Chinois. Je l'ai enlevé du chinois, ils l'ont remise dans le chinois. Parce que ces jeunes-là utilisaient beaucoup de mots en tamazight complètement étrangers à nous, kabyles. Et donc lui, qui a tout fait pour simplifier les choses, pour chercher, comme j'ai raconté la première anecdote que Coco a racontée, il se retrouve avec sa pièce complètement transformée. Bon, eux, ils étaient plutôt dans ce combat pour tamazight en général, et ça faisait bien de dire télésaré au lieu de télévision, alors qu'on dit télévisio, tout simplement. Kabyle, c'est tout à fait normal, c'est du sabir, les langues se prêtent, c'est comme ça, elles échangent entre elles, donc ce n'est pas une incapacité à parler la langue que d'avoir usage du sabir, que France Fanon d'ailleurs avait constaté dans les damnés de la terre. Et c'est tout à fait normal. Le train n'existait pas, il est tout à fait normal qu'on l'appelle machina après, et qu'on ne cherche pas un autre mot. Donc, je tarderai pas. Hein. Il y a aussi, par rapport aux œuvres adaptées, l'œuvre de Samuel Beckett, En attendant Godot, donc le ministre Jean Norbert. Il y a aussi Alfred Jarry, qui, dans Uberoi, et qu'il a appelé Président Chabibi. Chabibi, c'est lui qui l'a inventé, évidemment, ça fait populaire, quoi. Et il y a aussi Bertolt Brecht dans La décision, Engero dir Verbot, et l'exception et la règle, donc c'est ce que, pour citer tous les auteurs auxquels Mouhia a touché, donc il y a Ésope, Molière, Phèdre, Pirandello, de Béranger, Luxun, Maupassant, Brecht, Sartre, Romain, Beckett, Allwright, Blake, Marx, Brassens, Segers, Vian, Prévert et Brel. Et donc, en résumé, j'ai pas la science infuse et je préfère finir avec des questionnements. Les questionnements, est-ce que son œuvre était nécessaire? Est-ce que vous pensez que son œuvre était nécessaire? Si oui, qui la perpétue? Parce que les derniers ouvrages auxquels il a touché, c'est tout simplement la philosophie grecque. Il disait, les Grecs ont tout inventé, qu'est-ce que nous cherchons encore à... Effectivement. Et qui continue à adapter encore des auteurs du monde entier en kabyle. Où en est le théâtre kabyle? Parce que quand je vois tout ce travail qu'il a fait, je pense que nous avons le devoir, aujourd'hui, nous l'évoquons un petit peu, je vais dire même superficiellement, mais ça participe aussi à dépoussiérer autour de cet homme, et je ne prétends pas lui rendre hommage,
je ne prétends pas maîtriser Mouhia, parce que j'ai fait un peu le tour, vu que c'était le point de vue poète, mais j'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on puisse voir, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à mettre sur scène certaines de ses pièces, parce qu'il n'y avait pas de tradition du tout de théâtre en Kabylie. Et pour trouver des comédiens, vous savez que la comédie c'est toute une formation. Et donc il a eu le courage d'affronter la scène, tout ça. Et la moindre des choses, c'était de l'évoquer aujourd'hui. Merci pour votre attention. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,